Je laisse penser l'impression que j'éprouvais. Un homme avait pu comprendre la jalousie de mon mari et j'avais commis la faute et à lui de se deviner. De notre côté, une étourdie qui ne devait être rien pour moi m'avait montré un véritable intérêt. Mais fut respecter mon rapport. C'était même comme j'ai entendu. J'ai demeuré surprise pour la première fois de ma vie d'être mécontente de moi et de trouver dans un jeune homme du monde un sentiment dont la pureté me satisfaisait. Mais moi, j'y pensais souvent. Mon frère nous donna un déjeuner à sa campagne de la Jonquière. La réunion était nombreuse. Une jeune comtesse polonaise devait partir le lendemain. Son chagrin ne se pouvait cacher. Elle aimait M. de Flau et le quittait. Elle paraissait au désespoir. Lui-même, les larmes aux yeux, ne pouvait renfermer sa peine. Je fus étendue. Il est susceptible d'aimer, il souffre, il m'intéresse. Je m'étais trompée de le juger léger. Il m'a montré de l'amitié. Il aura la mienne. Il le mérite. J'ai pu me délivrer. Livrer puisque amoureux d'une autre, il est sans danger pour moi. Pendant un voyage de l'empereur à Bologne, Caroline vint se consulter avec moi pour lui souhaiter sa tête. Depuis une lettre que je lui adressée à l'occasion de son mariage, je ne lui avais pas écrit et nous fîmes ensemble deux lettres peu près semblable. La réponse à celle de Caroline, dictée à un secrétaire, avait seulement sa signature. La réponse à la mienne était charmante, à tout entière de la main de l'empereur. Caroline, piquée de la différence, s'est pliée d'être traitée moins bien que moi. Elle m'a accusé pas, mais avec raison. Un peu de jalousie se mêlait à son chagrin. Ma mère était allée prendre les eaux de Aix-la-Chapelle. L'empereur, après son voyage de Bologne, devait aller la rejoindre, visiter avec elle la Belgique, les bords du Rhin. Ma mère se fit aimer à Aix-la-Chapelle comme partout. L'empereur, à son arrivée dans cette ville, fut reçu avec le plus grand enthousiasme. On lui savait gré d'avoir fait revenir les reliques qui depuis Charlemagne fusillant la gloire d'Aix-la-Chapelle. Le chapitre et la vie cruront ne pouvoir mieux prouver leur reconnaissance qu'en offrant à celui qui regardait comme un nouveau Charlemagne, un objet qui avait appartenu à leur glorieux fondateur. C'était un talisman que Charlemagne portait toujours sur lui dans les combats et qu'on retrouva encore à son corps lorsque son tombeau fut ouvert en l'année 5. Ma mère désira qu'on ajoute à cette offrande que morceau de l'eau d'ouvrage de Charlemagne que l'on conserve dans une chasse. Une petite figure sculptée de la Vierge qu'on suppose être un ouvrage de Saint-Luc, puis un morceau de 4 grands reliques. Je possède encore tous ces objets. Pendant le voyage en Belgique, l'empereur et l'impératrice reçurent la visite de tous les princes et princesses des petits États d'Allemagne qui voulaient rattacher leurs intérêts à la politique française. Il leur semblait que ce titre d'empereur venait de donner plus de poids et de fixité à la puissance du chef de la nation française. Ils trouvaient plus simple aussi de venir visiter un empereur, de prendre de lui, de chercher dans son influence une protection naturelle dans laquelle ils pouvaient avoir plus de confiance que dans l'autorité précaire d'un chef pacifié succédant à des gouvernements divers pour n'avoir pas peut-être plus de stabilité qu'eux. L'empereur vit ses princes se face à ses troupes en revue et devant eux fit commander les manœuvres parisiennes. On ne manqua pas tant
conclure qu'il y aurait une alliance prochaine entre mon frère et quelqu'une des familles souveraines de l'Allemagne qui s'étaient empressés de venir rendre leur hommage à l'empereur, dont la puissance impériale avait été rapide à prendre son rang dans l'opinion même de ses ennemis. À cette époque, mon mari alla à Plombières pour sa santé et de là Turin pour y présider le collège électoral. Pour moi, fort avancée dans ma grossesse, je ne peux l'accompagner et je restais à Paris. J'aurais mené une vie assez paisible si déjà elle ne était agitée par ce sentiment qui commençait à troubler mon repos. J'étais loin de me rendre compte si quelqu'un causait avec moi. Je menais la conversation sur les impressions de ceux qui aiment. J'avais peur de sentir ce que je redoutais tant lorsque l'on me peignait le mur avec sa passion, ses extravagances. J'ai respiré et je me disais, quel bonheur! Ce n'est pas de l'humour que j'éprouve. J'ai le tous les jours au bois de Boulogne avec Madame de Boubert, mon fils, et souvent Monsieur Lavalette et Monsieur de Flau y venaient régulièrement à cheval. Quelquefois même nous promenions à pied avec lui. Je ne le recevais plus chez moi, mais il se trouvait toujours où j'étais et ne manquait jamais l'occasion de me parler de ses sentiments. Alors ma mauvaise opinion commençait à revenir. Je croyais qu'on ne devait aimer qu'une fois dans sa vie. Il me semblait léger pour cette jeune polonaise dont l'affliction m'avait touché. Et c'était de me mis en garde contre lui. S'il me parlait d'elle avec estime et sensibilité, je me reprochais de devenir son ami. S'il m'entretenait de son amour pour moi, qui durait depuis longtemps, disait-il, et que sa liaison avec la polonaise n'avait pu détruire, je me détournais. Il redevenait, à mes yeux, l'homme léger qui ne voulait que plaire et que séduire. Je le rencontrais presque tous les jours, de si loin que je percevais son cheval gris. Le cœur me battait et je ne croyais pas aimer encore. Me demandait-il où je serais le lendemain. Je répondais que je n'en savais rien. Dire autrement me parut donner un rendez-vous. Cependant, je ne le voyais pas moins partout où j'allais.